Salut à tous, je vous propose ici la suite de ma découverte de PCM 2024 avec Astana. On va aller ici jusqu'au Strade Bianche dans cet épisode et vous allez voir que quelques petites choses vont se confirmer et d'autres peut-être nous surprendre. En tout cas, jusque-là, on avait été capable d'aller chercher le Tour de Colombie. Ça, je voulais pas beaucoup montrer parce que c'était pas palpitant, à vaincre sans péril. Il me semble qu'on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Les triplés et compagnie, bon. On va dire qu'on va juste chercher des primes en ce début de saison, au cas où l'argent serait un souci à l'avenir. Et puis ensuite, on va avancer peut-être un petit peu plus rapidement en se focalisant sur les objectifs de saison qu'on peut avoir. Donc prendre quelques victoires avec des coureurs différents, c'est toujours positif parce que ça va leur donner le moral et vous allez avoir forcément une spirale positive. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai joué comme ça le mois de février, alors que traditionnellement je ne joue pas toujours. Des fois il m'arrive de simuler jusqu'au home loop. Et on s'aperçoit aussi d'un truc, c'est que les investissements sur les infrastructures ont été livrés. Alors, une petite surprise à ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est donc de l'autre nouveauté de l'année, c'est-à-dire le sponsoring en général, nous aurons Tirreno Adriatico que je vous présenterai au prochain épisode pour premier rendez-vous. Et cet onglet intéressant aussi, j'aime bien la prospection, c'est-à-dire qu'on voit que Vittel BMC Racing Team est dans la place pour peut-être nous faire une offre de sponsoring. On sait que le contrat avec Astana, sponsor principal, se termine, donc il y a la suite à donner à tout cela. Vous voyez la petite planification de la période à venir pour mes coureurs. On aura donc ce qu'ils appellent Andalusia, donc en fait c'est la Ruta del Sol. Je ne développerai pas tellement le Tour d'Algarve car j'y ai envoyé une équipe avec quand même beaucoup moins d'ambition. Et puis j'ai également simulé ce qui était en rapport avec... il y avait une classique à Oman et puis le Tour d'Oman que j'ai également simulé, voilà. En revanche, la Ruta del Sol, c'est peut-être, vous voyez, le moral de Lutsenko qui n'a pas gagné cette saison et qui commence au même titre que Cavendish à montrer son impatience. Voilà, il serait de très très bon ton d'arriver ici à débloquer le compteur pour Alexei Lutsenko, qui aura des missions auxquelles on peut s'attendre car c'est le meilleur coureur de cette équipe. Il aura des missions, lui, essentiellement sur peut-être les Strade Bianche, sur Tirreno Adriatico. Je n'ose pas vous parler de Milan-San Remo, je ne l'ai pas joué, mais peut-être serons-nous amenés à lutter avec les punchers dans le Poggio. Bref, on va pas se projeter trop loin, mais il y a comme ça des objectifs naturels, bien au-delà des objectifs de sponsor pour Alexei Lutsenko, les objectifs habituels en quelque sorte. Ici, sur cette Ruta del Sol, on assiste à une échappée qui a été reprise, vous le voyez quand même avant la dernière difficulté du jour, mais qui était assez joliment composée. Il y avait Pavel Sivakov, Rafał Majka notamment, et ça va être à un moment donné à nous d'entrer en scène. Alors j'emmène quelques petits coureurs, je dis petits pour jeunes, qui sont assez amusants à contrôler, comme Harold Martin Lopez. On voit que malheureusement nos soutiens ici se sont épuisés parce qu'il a fallu produire pas mal d'efforts. On pense à Scaroni, on pense à Fedorov, à Battistella qui ont beaucoup fourni. Ce qui fait que finalement Lutsenko sur la fin de cette ascension se retrouve entouré de Antonio Tiberi, Omar Fraile et Aramburu. Il y a Aramburu également qui est dans le truc, Blackmore, ok. Et
moi, ce que j'ai intérêt à faire ici, c'est creuser. Donc en fait, je me doutais quand même que la victoire d'étape serait très difficile à aller prendre, notamment en présence de Fraile et de Aramburu. Hein. Et par contre, creuser l'écart au général pour finalement infliger, on va dire, une quarantaine de secondes, je ne sais plus exactement à combien ça va monter, mais une petite quarantaine de secondes sur tous les autres coureurs pour ces 5-là, moi ça m'arrange bien. Parce que sur cette Ruta del Sol, tout se terminera par un contre-la-montre. Alors, en contre-la-montre, peut-être qu'Antonio Tiberi peut être dangereux, mais par contre, on se place dès la première étape de plutôt bonne manière, hein, je pense. N'oublions pas aussi nos investissements sur les infrastructures qui ont fait de Lutsenko un meilleur coureur sur, précisément, les contre-la-montre ou les contre-la-montre plus courts d'une dizaine de kilomètres donc on peut eux par contre évaluer à l'aide de la note de prologue. Hein, elle sert à cela, je le rappelle, à ceux qui seraient un petit peu moins habitués au jeu que la majorité peut-être des gens qui regardent cette vidéo. J'aime beaucoup aussi Fedorov. Petit mot sur Fedorov. Je pense que Fedorov, sur un bon jour, peut-être arriver à prendre une place, on va dire, de prestige sur une classique pavée. Donc ce sera aussi quelque chose que j'essaierai d'aller faire. Yevgeny Fedorov me paraît en capacité de le faire. Autre coureur ici qui est présent et dont je n'ai pas vraiment parlé, c'est Pronsky. Alors Pronsky, c'est plutôt un profil, vous voyez, hein, 74 en montagne, 74 en moyenne montagne. Il y a quelques petits trucs à faire avec Pronsky, ici ou là, peut-être sur un grand tour, sur une étape où on peut chercher, je dirais, une victoire, hein, échapper, prendre le meilleur sur les compagnons d'échappée. Toujours est-il que, en cette fin d'étape, ici, étape 2, on a vraiment accéléré. Je me suis autorisé à le faire. Alors, discussion peut exister hein, là-dessus. On peut se dire, mais ouais, pourquoi est-ce que tu profites d'une certaine forme d'apathie de l'ordi pour creuser des différences sur ces situations-là? On sait que l'arrivée derrière une descente consécutive à une difficulté est un fail un petit peu dans le comportement de l'IA. Ouais, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Donc, à partir de là, il a fallu être pragmatique et aller comme ça, essayer de chercher cette victoire. Et en plus, j'avais vraiment besoin d'une victoire pour Alexei Lutsenko. Donc, je pense que ça se justifiait d'aller muscler comme ça les débats en cette fin d'étape 2. Bon, donc ça a été mon choix. Victoire qui débloque le compteur de Lutsenko et qui permet aussi, par la même occasion, de se faire une petite avance au général, voilà, où on s'aperçoit que désormais on a 27 secondes pour nos 4 compagnons de la veille, hein, par exemple. C'est quand même un bon petit matelas pour envisager plus sereinement la suite, en plus du moral de Lutsenko. Étape 3, ensuite, sont des étapes à profil très intéressant hein, quand on a une équipe comme Astana, parce qu'Astana, elle est quand même beaucoup composée de punchers. Je me souviens en 2022, hein, donc c'était il y a 2 ans, que cette équipe ne possédait, pour ainsi dire, aucun sprinter dans son effectif. Alors, ça n'est pas le cas en 2024, mais c'était une équipe qui avait fait ce choix d'essayer finalement d'exister, de montrer le maillot, mais en jouant vraiment la carte du punch. Et c'est amusant. Et elle reste quand même assez performante hein, dans ces domaines-là. Donc, dès que vous avez des étapes sur lesquelles ça va comme ça être un terrain accidenté, on est plutôt à l'aise. Un autre dont je vous ai jamais encore réellement parlé, c'est le fils d'eux. C'est le fameux, c'est Nicolas Vinokourov.
Donc on a tous saisi. Il est jeune, il a l'air d'avoir, on va dire, un petit rond de potentiel global. Donc 21 ans, je crois. Et peut-être des petits progrès à attendre de Nicolas Vinokourov, que moi je vais utiliser quand même essentiellement comme équipier, ça va de soi, sur cette année-là. Et voilà. Donc on verra bien, peut-être si des opportunités se présentent, on essaiera de les saisir. Fin d'étape, ici, hop, on a encore 5 km sur cette ascension où on va se contenter d'être à l'avant, tout simplement. Battistella, très très précieux, parlait de puncher juste avant. Battistella, un profil très précieux. Scaroni également. Et une échappée surtout qu'on aura apparemment bien du mal à reprendre. Et je me méfie beaucoup de Biscara, qui était le mieux placé de l'échappée au matin même de cette étape 3. Et donc c'est pour cette raison-là que vous me voyez beaucoup rouler ici. C'est parce que on s'est un petit peu laissé avoir par l'échappée, qui ira au bout, hein, on peut désormais l'affirmer. Elle avait suffisamment d'avance. Et donc on a essayé d'accélérer pour limiter les dégâts et empêcher par exemple Biscara de prendre, même si le contre-la-montre final ne devrait pas lui sourire, parce que ça ne correspond pas à son profil de coureur, mais quand même, évitons de perdre le maillot de leader, ce serait mieux. Et puis je crois que le contrat est rempli sur ce coup-là. Donc victoire sans surprise de l'homme fort de l'échappée, à savoir le coureur de Scatel Euskadi, Biscara, Mikel. Et normalement, on conserve tout de même le maillot de leader. Voilà, vous voyez, ça se joue quand même. On a quand même encore un petit peu de marge de Biscara. Il fallait qu'il reprenne 2,35 de plus pour nous mettre en danger. Mais bon, j'ai préféré assurer. Encore une étape rigolote à disputer ensuite, la 4e. Moi j'aime bien cette Ruta del Sol. J'ai trouvé ça assez amusant à jouer. J'ai trouvé que bien sûr on avait été plutôt agressif et dominant dans l'étape 2, mais que finalement dans l'étape 1 on n'avait pas été tout seul dans notre descente la consécutive à dernière difficulté. Donc bon comportement de l'IA. Et puis dans l'étape 3, jolie échappée qui va au bout, parfait. Et vous allez voir que dans cette étape 4, on va constater encore une fois un bon comportement de l'IA. Donc moi ça me va, tant que le jeu se comporte bien. Surtout qu'il n'y a pas non plus de Cador qui est présent sur cette course. Donc on peut pas dire qu'il y ait de scandale à éventuellement aller tutoyer la victoire finale. On verra en tout cas, parce que à ce stade-là, c'est pas encore fait. Il y a la menace Tiberi sur le contre-la-montre qui est réelle. Voilà, donc vous voyez, je gère assez tranquillement les difficultés. On protège toujours selon les mêmes principes que d'habitude. On protège, en l'occurrence, Scaroni, Lutsenko, et puis après, progressivement, on libère les protections, ou alors on passe à une autre protection d'un coureur lui-même déjà protégé. J'ai déjà expliqué ça un certain nombre de fois, et puis vous le voyez à gauche de l'écran, quelle est ma façon de protéger. Je crois qu'un mot a été bien précisé par les développeurs, ou par l'équipe en tout cas de communication du jeu. Avant même sa sortie, j'avais lu ça, à savoir nécessité accrue de protéger nos coureurs leaders au cours d'une étape. Voilà, donc j'essaie de faire attention, mais de toute façon je le faisais déjà, de protéger. Attention ici à Rafael Guerrero, regardez. Guerrero qui va ici être une vraie menace. Attention à la tactique Movie Star. Du coup, moi je demande à Battistella d'y aller comme un dingue. Et je prends la roue avec Lutsenko, je prends la roue de Guerrero, regardez. Et c'est assez amusant ce qui va se produire. Moi je refuse de relayer. Il vient un moment. Écoute mon grand, si t'as envie d'y aller, te gêne pas.
Bon, du coup, le mec se relève. Évidemment, regardez, il a Aramburu juste derrière. Aramburu qui n'a pas encore gagné sur cette Ruta del Sol. Et d'ailleurs, le puncher, sprinter espagnol ne va pas s'en priver. Voilà, ici, très belle résistance donc de Movistar. Et moi, je suis content parce qu'on reste placé et on n'a rien concédé sur cette étape-là. Si, peut-être la bonification à Aramburu, mais Aramburu ne représente pas une menace réelle sur le contre-la-montre pour Lutsenko, donc pas de problème particulier. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Isaac Del Toro ou même Jack Haig n'ont pas été en mesure de prendre les bonnes roues, on va dire, à l'étape 1. C'est notamment ces gens-là que je souhaitais éliminer d'entrée par ma stratégie qui consistait à, tant pis, emmener 4 mecs avec moi qui nous battent au sprint à l'étape 1, mais au moins, déjà, on marque un petit peu des distances avec certains coureurs, aussi Pavel Sivakov, qui, au tout début de cette route à l'El-Sol, pouvait peut-être être une menace. Le contre-la-montre de l'étape 5, il est assez intéressant, il me plaît. Il y a 2 endroits où il faut accélérer, et Scaroni m'a donné la bonne formule en fait. J'ai cherché un petit peu, j'ai galéré avec Vinokourov, Fedorov, Lopez et Pronsky. Puis après j'ai semble-t-il trouvé la bonne stratégie à appliquer avec Scaroni, donc c'était du 85 tout le long, avec effort accru sur les moments où on avait fort pourcentage. Il y en a 1,5 on va dire. Il y en a un demi juste avant l'intermédiaire, et après il y a un vrai passage intéressant juste après que vous apercevez sur le profil de l'étape. Voilà, Tiberi va passer au premier intermédiaire avec le meilleur temps. On s'en doutait un peu, mais confirmation. Nous, on va vite revenir sur Lutsenko pour essayer de voir, regardez, au chrono 1, donc à l'intermédiaire, comment est-ce qu'on se comporte. Il faut pas non plus perdre trop de temps sur Antonio Tiberi, sinon on est mal. Et on va ici accuser, voilà, un retard de 14 secondes. Aïe aïe aïe, les vieux démons du contre-la-montre, peut-être qui reviennent en tête là, où on se dit, on va se faire croquer, c'est dommage, on va perdre là-dessus. Mais finalement, l'effort final de Lutsenko, et notamment cet effort que j'ai monté là dans la difficulté principale de ce chrono, on va voir que ça va peut-être payer. Regardez, donc Tiberi possède évidemment le meilleur temps provisoire. Avant de savoir ce que Lutsenko va faire, regardez, il va s'imposer avec 10 secondes. Donc en fait, il a roulé très très fort, et l'effort à 88 là dans la difficulté nous a énormément rapporté. Victoire donc pour Alexei Lutsenko. Je suis content d'avoir gagné ce chrono. Ça m'a rassuré, parce que parfois je doute, et oui, je doute, et en l'occurrence ça m'a bien rassuré sur les stratégies à appliquer sur les chronos. Voilà. Donc ensuite, un petit peu d'argent, ça fait toujours du bien, 21 000. Donc voilà, on commence à reconstituer un petit peu notre solde. On verra, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres investissements. En tout cas, je garde en tête une question, c'est les stages du Tour de France, stages préparatoires au Tour de France. Donc là, il faut garder un petit peu d'argent parce que ça va nous coûter. Surtout si on veut se préparer dignement, surtout qu'il y a, je le rappelle, 2 victoires d'étape à aller chercher. Et puis alors, puisque je parle de Tour de France, il y a eu une petite discussion avec quelques-uns d'entre vous sur les commentaires de la dernière vidéo. C'était, pourquoi n'as-tu pas mis Mark Cavendish sur le Tour de France au lieu de le mettre sur le Giro? Écoutez, j'avais réfléchi, j'avais essayé d'évaluer les choses. 77 en sprint, 72 en plaine, ça joue. On a 78 en accélération. En fait, j'ai beaucoup douté à cause de ces notes-là. J'ai douté des capacités de Cavendish à s'imposer. En tout cas, j'ai surtout douté de mes propres capacités à le faire gagner.
sur le Tour de France. C'est la raison pour laquelle je l'ai aligné sur le Giro. Et d'ailleurs, regardez, puisqu'on parle du cave, ici, sur le Tour des Émirats Arabes Unis, je l'ai emmené exprès avec un train réduit, hein, vous allez me dire, hein, puisque Morkov a été de la partie. Donc Morkov, très bon lanceur de cave. Puis après, sinon, pour le reste, on n'a pas de vrai lanceur pour Morkov. Ça, c'est donc le petit hic. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais envie de voir de quelle façon est-ce que Fortunato, qui est le coureur qui a la meilleure note de montagne, hein, de cette équipe, hein, je voulais voir donc comment est-ce que Fortunato, Harold Tejada, voire même Charmig, allaient pouvoir se comporter sur les étapes il y a 2 étapes, hein, avec arrivée au sommet, hein, sur ce tour UAE. Et ça me fait un train un peu réduit, mais alors du coup, ce que j'ai fait pour la première étape, vous l'avez vu juste à l'instant, je pense, c'est que j'ai pris une roue avec Cavendish, mais en fait, cette roue, il a été totalement incapable de la garder. Et là, on en arrive à ce qui a été mon problème principal. Après, il y a un beau plateau, hein, Groenewegen, Ackermann, Tyson, Coy, Bauhaus, Welsford, Merlier qui fait 7. Enfin bon, il y a quand même du monde ici, hein. Donc c'est un plateau. On peut retrouver un plateau de la même force sur le Giro suivant, hein. Et ça m'inquiète beaucoup, je vous le cache pas. Arriver à trouver 2 victoires d'étape sur la plaine, peut-être que ce sera un pari complètement débile et qu'en fait on n'y arrivera jamais, hein. Donc on verra, il faudra peut-être arriver à se sauver sur des étapes, on va dire, de moyenne montagne, environ, à peu près, en supposant que Pogačar nous laisse partir, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y avait un petit contre-la-montre juste après, hein, quand on parle du loup. Pogačar a réalisé un temps correct, mais pas dément non plus. C'est Joshua Tarling qui tient à ce moment-là le meilleur temps. Bon vous avez vu que il va le conserver, puisque le leader, c'était Groenewegen, qui va quand même pas non plus contester ça sur ce type de profil. Il y avait 12 km. Mon meilleur coureur ici, c'est Tejada, parce que je ne suis pas du tout taillé pour aller gagner ce tour UAE avec Omloop la même semaine, par exemple, et les programmes que j'ai concoctés à mes coureurs. Je me disais plus qu'une victoire d'étape pourrait être envisagée, soit à l'étape 3, soit à l'étape 7, et j'avais pas non plus exclu que Cavendish puisse prendre une bonne roue, ici ou là, donc à voir. Il reste encore des possibilités, mais le problème principal que je rencontre avec Cavendish, mais ça n'est pas le seul, mais bon, à l'épisode précédent déjà on en avait eu un aperçu, c'est que si je le cale dans la roue, par exemple je vous avais montré que je l'avais calé dans la roue de Boll, je ne sais plus sur quelle course, mais voilà, sur la Lula Tour je crois, je l'avais calé dans la roue de Boll, mais en fait il n'arrivait jamais à sortir de cette roue là, et finalement le poisson pilote n'était pas dans son rôle de poisson pilote, il était plutôt dans un rôle de sprinter. Alors, peut-être est-ce que j'ai lâché trop tôt, mais je ne le pense pas au vu des barres en fait qui se vidaient. Donc j'avais un gros doute, et vous allez voir que la galère elle va un peu durer. Ici Fortunato est quand même pas mal placé. Allez mon grand, accélère, mais on a failli pouvoir espérer quelque chose. On est repris. Et puis surtout, il y a plus fort que nous, hein. Jevine, mais encore un peu plus que cela, Tadej Pogačar, et même Daniel Felipe Martinez, qui était plus fort que Fortunato. Après, moi, je me satisfais de cette 4e place, je la trouve intéressante. C'est bien, 4e sur ce type d'étape-là. Et puis, j'aime bien le profil. Je trouve que Fortunato
pourra sûrement nous apporter quelque chose de bien ici ou là. Là, je suis assez confiant, en fait, avec ce coureur. J'ai bien aimé la résistance de Tejada. Tejada qui est notre coureur le mieux placé au général, bien évidemment, puisque sur le chrono, il a fait infiniment mieux que Fortunato. Tejada est 14e. Bon, est-ce que le top 10 est envisageable ? De toute façon, on n'a pas de vrai objectif, puis ça va pas nous rapporter beaucoup d'argent. Non, ici, voilà, il y a vraiment l'idée d'essayer de tester le cave. Et alors donc, après, donc voilà, favori, on n'est pas invité, hein. Oui, Caden Grooves aussi, enfin bref. Il y a vraiment du monde. Ce que j'ai choisi de faire sur la deuxième étape, puisque, la deuxième occasion de sprint, on va dire, puisque sur la première, j'avais choisi des roues, eh bien, sur la deuxième, c'est-à-dire l'étape 4, j'ai essayé, là encore, de jouer, mais, vous voyez, Cavendish placé. Voilà, j'ai encore une fois joué un peu placé. J'ai pas cherché à constituer le moindre train, mais regardez, en fait, au moment où certains accélèrent, ça va être là maintenant tout de suite presque, Morkov est calé dans une autre. Voilà, vous voyez, quand ça jaillit, mais on est juste pas invité. Alors, est-ce qu'il y a soupçon de blocage ? J'ai envie de dire, normalement non. On en aura un petit aperçu à la toute fin de la vidéo. Que le blocage n'est pas nécessairement la cause du fait que Cave ne suive pas, ou alors un détail m'échappe, à ce moment-là il faut m'éclairer. Je demande que ça, à comprendre, mais en l'occurrence, moi ça ne me paraît pas être le cas parce que l'équipe de développeurs a communiqué sur le fait que les collisions sur les arrivées au sprint, les collisions avaient été, pour ainsi dire, supprimées. Et que ça pouvait même amener à du chevauchement de coureurs et non pas de collision. Donc, parce qu'en fait, je crois que la manière même dont c'est codé, il y a un certain nombre de lignes définies, un peu comme une ligne sur un putt, hein, par exemple au golf. Hein. Donc, il y a des lignes qui sont définies lors d'une arrivée, et puis finalement, ces lignes-là vont être des possibilités empruntées par les coureurs, sans que pour autant il y ait l'impossibilité de se chevaucher. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre dans cet article. C'est un truc que vous pouvez trouver facilement, c'est sur Steam. Regardez, ici, j'essaie de constituer mon train, mais Morkov, il fait ce qu'il peut, hein, c'est pas mal, hein. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire mieux que 3e sur ce coup-là. Mais c'est quand même ma plus belle réussite. Je suis très heureux de cette 3e place, parce que finalement, on peut se dire, à la vue de tout cela, que qu'est-ce qui aura réellement manqué à Cave sur ce coup-là, et ça ne manquera pas sur le Giro, on s'en rassure, c'est tout simplement la présence d'un 3e homme pour lancer Morkov. En tout cas, mettre Morkov dans les meilleures conditions, peut-être au prix d'un effort curseur 92 ou 95, que sais-je, avant que Morkov ne lâche son sprint, puis le Cave ne lâche son sprint. Bref, l'homme chargé de placer Morkov. C'est peut-être ça, à mon sens, qui a le plus, en tout cas c'est le manque que j'ai le plus clairement ressenti en jouant. Et donc je vous dis, j'essaye de scruter ces histoires de lignes là, lors des sprints, et je suis pas encore certain d'avoir tout compris du tout. Voilà, on va être honnête. Ici, pour cette dernière opportunité de sprint sur le Tour UAE, j'ai encore une fois tenté ma chance, envoyé Charmig, puis je me dis que Velasco, quand même, c'est quelqu'un qui peut positionner, mais en fait, déjà là, on est un peu en retrait. Alors, allez, vas-y, Morkov, peut-être faudrait lâcher maintenant. Moi, j'aime bien la manière dont, ici, Morkov est positionné, mais le problème, c'est que Cave, il lâche sa roue. Bon, après, il se trouve qu'il est un peu short au niveau des 100 derniers mètres. Bon, ça encore, à la limite, ça peut s'améliorer de la part du joueur.
Mais surtout, en fait, au moment où, on est d'accord, vous et moi, Morkov n'a pas des qualités de sprint et d'accélération supérieures à celles du cave. En revanche, ce que je me suis aussi demandé, c'est si la note de plaine ne jouerait pas un rôle. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé des notes de cave, je vous ai mentionné ce 72 en plaine, parce qu'il m'interpelle. Et est-ce que ce serait pas lui qui finalement expliquerait une partie des choses? Voilà, j'ai pas la réponse. Tour UAE, étape 7, arrivé à Djebel Afet. Et on va voir si Pogacar, finalement, qui n'est toujours pas premier, c'est Jevine en fait, qui a le maillot de leader. Si Jevine peut arriver à conserver son maillot, ou est-ce que Pogacar va quand même le lui ravir à la dernière étape. Donc voilà, pour le sprint, je referme un petit peu la page. Peut-être on réévoquera ça plus tard sur d'autres courses. Mais je ne suis pas follement convaincu de ce que j'ai fait, d'une part, mais aussi des capacités de cave pour aller choper des étapes lorsque le plateau est comme ça assez relevé. Ici, j'ai essayé de bosser avec Velasco, avec Charmig, et le problème, mais je me suis heurté aussi à un truc un peu décevant, hein, mais là je considère que c'est vraiment ma faute. Hein. C'est que Tejada a eu beaucoup de mal et il a bouffé pas mal de barres pour arriver à ne serait-ce que reprendre Charmig. Et du coup, Tejada, en lequel je croyais pas mal, parce que Fortunato a une mauvaise forme ce jour-là, et Fortunato il est aux fraises, le pauvre. Tejada va être dans l'incapacité de lutter pour la victoire, très très largement battu ici par Pogacar, alors ça c'est normal, mais également bien distancé par Martinez, voire par Magnus Sheffield. Donc, je sais pas trop quoi penser. On fait top 10, hein, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de honte. Hein. Top 10 sur l'étape. On va aller, je crois, finir 12e au général de ce Tour UAE avec Harold Tejada. Moi, ça me scandalise pas, tout va bien. Hein. Mais voilà, j'ai eu du mal à un peu synchroniser les efforts des uns et des autres. Et je vous dis, notamment, du mal à suivre les roues ou alors à aller récupérer comme ça la roue du collègue dans certaines situations. On passe ensuite à quelques classiques en Belgique. Alors sur Het Nieuwsblad, ce qui s'est produit, c'est que j'ai pris conscience de quelque chose qui m'attriste vraiment. C'est qu'en fait, ces infrastructures là, au niveau des pavés, les infrastructures d'équipe, j'ai l'impression que finalement, elles n'entrent pas en considération. Regardez, Lutsenko, tout comme au 1er janvier, est encore à 71 de pavés. Donc j'étais vraiment déçu. Ouais, je discutais avec quelques-uns d'entre vous et il y en a un qui me dit ouais, mais peut-être que c'est pris en compte par le jeu et que ça s'affiche pas. Peut-être, mais je sais pas. Donc si d'aventure ça n'était pas pris en compte, ce serait peut-être pas à mettre sur le compte pour moi des développeurs ou de Cyanide, mais de la WorldDB. Parce qu'en fait, dans une partie test que j'ai faite avant la moindre sortie de database, avant la sortie du jeu en fait, quand on m'a donné la clé, j'avais découvert qu'à ce moment-là, l'infrastructure pavée, elle marchait. Et là, je ne sais pour quelle raison, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et j'ai essayé de rouler très très fort pour essayer de mettre ensuite peut-être Fedorov, Lutsenko, Ballerini dans les meilleures conditions possibles pour aborder le mur, le Kapellmur. Donc on est à Gerhardsbergen et on parle bien du mur de Grammont dans lequel, regardez, on essaye d'être à l'honneur. On se comporte le mieux possible. À un moment donné, on voit que quoi qu'on fasse, Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen sont dans notre dos et il n'y a
aucun moyen de les éliminer en fait, hein. En revanche, Van Der Poel, avec son accélération légendaire, nous dépose assez facilement. Après, attention, il y a encore le Bosberg, et puis il y a ensuite une dizaine de kilomètres de plaine qui peuvent nous permettre de rentrer, hein. Mais dans l'immédiat, le Bosberg vient permettre, regardez ici, à Lutsenko de reprendre Van Poppel. Et il faut dire que Mathieu Van Der Poel était un peu essoufflé, probablement. Bref, on s'accroche. On s'accroche avec Alexei Lutsenko. Avec Ballerini, je l'ai calé dans la roue de Mats Pedersen. Et Yevgeny Fedorov. Et je ne sais plus si j'ai mis sur Mohoric ou sur Molano, enfin peu importe. J'ai mis... j'ai essayé en tout cas de faire en sorte que Fedorov puisse suivre légèrement. Et là, on va essayer de tenter notre va-tout en imaginant peut-être, que sais-je, Mats Pedersen qui attaque, Ballerini qui le suit, et hop, on le coiffe au sprint. Ou bon, avec Lutsenko sur Van Der Poel, ça va être plus difficile, hein, mais bon, voilà, ça c'est des fins de course à suspense que je trouve assez excitantes, et j'aime bien jouer à les attaque, ici accélération dirons-nous, attaque pas décisive du tout, mais il y a ici, voilà, nécessité de planter une banderie pour obliger à faire réagir, parce que je sais que Lutsenko, de toute façon, il va jamais gagner au sprint dans ce groupe-là. Donc autant fatiguer tout le monde, peut-être au profit de Davide Ballerini. Alors, est-ce que ça va être le cas ou pas? Regardez, il reste 1 km, ça lance loin, hein, ça lance très très loin. Ouais, Turner, coiffé au poteau par Mats Pedersen. Vous voyez, on n'est pas invité, hein. Vraiment, on n'est pas du tout invité pour la gagne. Christophe Laporte a même sauté Davide Ballerini sur la ligne. Ballerini, ancien vainqueur, hein, IRL de Omloop, hein. C'était à l'époque où il était chez Deceuninck Quick-Step, je pense. En tout cas, voilà, belle victoire pour Mats Pedersen, et 6e place, plus qu'honorable dans une course où on aura fait exactement ce qu'on pouvait. Je suis pas vexé du tout. Le lendemain, Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est une course très intéressante à jouer, et encore plus si on a envie d'y emmener peut-être un sprinter. On pense très naturellement à Cees Bol pour essayer d'exister avec peut-être Ballerini comme lanceur, avec un travail probable de Max Kanter, avec Schreling, Battistella pour bosser. Alors, vous allez me voir ici beaucoup travailler en tête de peloton, à mon grand regret, hein, parce que normalement c'est une course qu'on doit passer quasiment au chaud, hein, du côté d'Astana, hein. Ouais, mais sauf que 13 mecs qui s'échappent, j'ai vu que ça réagissait pas au niveau des équipes des favoris, hein, que ce soit Lidl Trek, Jumbo Lease a Bike, etc. Et bon, bah, j'ai compris, hein. Pour éviter l'humiliation de 13 échappés qui prennent 20 minutes d'avance et se disputent la victoire entre eux, j'ai encore préféré me sacrifier. Vous voyez, Battistella, Schreling, Fedorov, Rüdiger Zelig aussi. Tous sont employés à fond pour ne pas laisser l'échappée prendre l'avance suffisante. Puis après, ce qui est bien, c'est que si on maintient un certain écart, après l'IA prend le relais avec les équipiers des principaux leaders. Ouais, mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, moi, j'ai tout consommé, et je me retrouve plus avec un train digne de ce nom. Et au moment de sprinter, ça va être complètement difficile. J'ai l'impression que Cees Bol n'a jamais été en mesure de voir la ligne avant que Jonathan Milan devant Arnaud Delis et Matteo Moschetti ne la franchisse. Bon, il y avait un beau plateau, hein, parce que quand on voit Jacobsen battu, Mats Pedersen, bon, à la limite il fait gagner Jonathan Milan, mais Sam Bennett, bref, on fait 8 avec Cees Bol au terme d'une course, honnêtement, dont j'aimerais pas me souvenir encore très très longtemps. Vous me direz, ça commence à en faire quelques-unes. Mais on va rester positif. Et puis en plus, c'est toujours intéressant de prendre quelques clacounettes. Ça permet de se remettre en question et de
d'essayer d'améliorer. Regardez-moi ça, la jolie surprise du début mars. Déjà, on a une magnifique exposition médiatique. Et puis, il y a 2 sponsors supplémentaires qui vont pouvoir nous rejoindre. Je me marre parce que je voyais Ricard et tout, Vittel en dessous, donc je me disais qu'il y avait peut-être un projet derrière. Mais blague à part, les Strade Bianche, ça, c'est un vrai objectif pour moi. Parce que j'ai mon équipe de Tirreno, en fait, qui est présente. Tirreno commence 2 jours plus tard, mais honnêtement, c'est une course que j'adore. Elle est un peu emblématique. Et honnêtement, la jouer comme ça, ici, avec cette équipe de punchers, avec quelques-uns qui passent, à mon avis, très très bien les pavés de niveau 1, il n'y a pas de problème. C'est plutôt du bonheur qu'autre chose. Donc, on a essayé. Donc, vous voyez ici mon équipe qui sera sur Tirreno. Fortunato, Tejada vont avoir en charge... on verra qui sera le leader sur Tirreno, mais vu qu'il y a un contre-la-montre, je pense que ce sera Lutsenko, voire solution de repli Harold Tejada. Mais quoi qu'il en soit, Fortunato aura un rôle majeur à jouer sur les étapes 5 et 6, peut-être surtout 6. Et on espère de ce côté-là une jolie forme pour l'Italien. Et puis après, il faudra arriver à sauver ce qui peut l'être. Ce qui veut dire que donc quelques jours plus tôt, sur les Strade Bianche, Tejada, je vais lui donner un rôle qui va être un petit peu plus un rôle de soutien. Et de la même manière, j'ai demandé à Fortunato aussi d'exercer un rôle de protection au moment où Matteo Jorgensen, à 90 bornes de l'arrivée, attaque. Puis après, Matteo, il est trop fort, franchement. Il se relève, c'est amusant. Donc vous allez voir que c'est pas la dernière attaque de Jorgensen. Je joue pas avec le son depuis des années en fait à ce jeu-là, hein. Mais j'ai regretté de ne pas avoir la voix de Patrick Chassé pour pouvoir annoncer l'attaque de Jorgensen. Parce que ça aussi c'est quand même un petit peu drôle. Voilà, tiens Piccolo, mon grand, j'ai lu aujourd'hui que ton contrat il était rompu. Mais bon, je n'éditerai pas ma partie pour le virer. Parce que je sais que toute édition par Fast PCM Editor, au-delà du 4 janvier, ça vous provoque ensuite des bugs de pic des bugs de courbes. Or, j'adore voir mes courbes. J'adore voir les courbes de forme, les courbes de prépa de mes coureurs. Si j'édite la moindre chose, c'est mort, je verrai plus rien, tout sera tronqué. En tout cas, on prend le risque, quoi. Donc, tant pis, on laissera Piccolo terminer sa saison chez IF. Mais vous avez vu comme moi ce qui s'est passé. Lutsenko, Ballerini, Velasco. Alors, c'est pour qui? Est-ce que Battistella peut jouer un rôle ce jour-là? Ça se joue quand même pas mal en regardant les formes du jour, hein. C'est-à-dire que Lutsenko est un candidat naturel au leadership. Attention, Jorgensen est sorti une deuxième fois et cette fois-ci, il a rattrapé les échappés. Ils ont 2 minutes, hein, donc ça rigole un peu moins déjà. Lutsenko, un leader naturel, mais pour autant, peut-être que le plus 2 de Scaroni il peut nous permettre de faire quelque chose à un moment donné, hein. Donc on verra. On verra, il n'y a rien d'établi. Par contre, moi je roule très très fort. J'ai demandé, vous voyez, on est encore assez loin, hein. J'ai demandé à Ballerini et à Tejada de rouler fort parce que Matteo Jorgensen qui prend un petit peu d'avance et qui n'aura aucun problème à se débarrasser de ses compagnons d'échappée, franchement, c'est très peu pour moi. Regardez, il en remet une. Comportement très offensif de Jorgensen sur ses Strade Bianche. Bon, nous ça tombe bien, on a encore quelques petites forces pour faire rouler. Et puis on a surtout jamais touché à Velasco, Scaroni et Lutsenko. Donc on est plutôt serein en termes de gestion des barres de nos coureurs. Vous voyez, ça y est, Jorgensen est repris. Attention, il y a Pogacar sur la course, hein, donc il y a bien un moment où il va s'exciter, hein.
Puis là, je me dis, est-ce qu'on ne demanderait pas à Velasco de maintenir un beau rythme, après tout en laissant encore une protection sur Lutsenko, mais en se réservant la possibilité de tenter un petit coup avec Scaroni, que pas grand monde attend, hein, que voilà, hein, c'est un anonyme entre guillemets de l'équipe, et Dieu sait si déjà Astana c'est une agglomération de gens qui sont relativement anonymes, hein, donc c'est un anonyme parmi les anonymes. On va voir. Velasco. C'est ici qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une grosse agressivité de la part des leaders. C'est normal, hein. On est dans le Pinsuto. Donc forcément, ça accélère. Et puis en fait, ce qui est vachement cool, c'est que Velasco, il tient super bien son rôle. Voilà, on roule, tranquille. Il fait honneur au maillot de champion d'Italie. Il y a 3 hommes qui sont sortis. L'inénarrable Jorgensen, notamment. Mais pas que, mais regardez, ce qui est bien, c'est qu'on contrôle, en fait. On contrôle. En fait, on s'est pris pour UAE. C'est-à-dire que c'est à eux de contrôler la course, mais nous, on est sympa, on fait le job. Et là, 14 km de l'arrivée, je me dis que peut-être quelque chose doit être tenté. Scaroni qui part. Lascano l'a suivi. C'est intéressant, cette petite alliance, au moment d'aborder le secteur déterminant du Tolf. Petite alliance Lascano-Scaroni. Et pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas mettre un peu de pression sur les équipes plus huppées, hein. Un Movistar et un Astana en tête d'Estrade Bianche. Un groupe de 6 derrière. Vous voyez que mon Lutsenko, il subit un peu, mais il est qu'à 28 secondes derrière. Il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, voilà, hop. Le groupe ici avec Benoît et Pogacar va être repris. Donc, pas de problème. Et derrière, on a Lascano qui essaie de se débarrasser de Scaroni. Donc c'est tendu pour l'Italien. Moi, j'ai coupé un peu mon effort. Puis là, je me dis... Attends, vas-y, roule un peu encore. Parce que Lascano, c'est pas non plus... hein, c'est pas Vingegaard, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc autant, il peut faiblir, tu le reprends. Peut-être derrière aussi, il peut y avoir un petit temps d'atermoiement. Allez, hop, 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 stop ton effort, toi. Tu vas pas nous ramener tout le monde non plus avant la montée finale. Hein. Donc, ça roule pas mal. L'IA essaye, mais au final, et on aborde la montée de la Via Santa Caterina avec 25 secondes d'avance. Et on est calé dans la roue de Lascano, mais ça, c'est normal, on est des filous. Hein. Cosnefroy a rejoint le groupe de 2, mais c'est le moment de lancer aussi. Et regardez, je vous parlais d'un truc tout à l'heure. Alors, voilà, il va y avoir le happy end. Hein, c'est très hollywoodien, cette fin de vidéo. C'est le gentil qui gagne. Mais blague à part, sur le ralenti, je vais vous montrer un truc. Je vous parlais de ligne de sprint. Alors évidemment, l'Estrade Bianche, c'est pas vraiment connu comme une course qui se joue au sprint. Hein, on va pas se mentir. Vous regardez les 15 dernières arrivées du vainqueur, ça se joue pas au sprint. Puis surtout, il n'y a pas la place dans le dernier virage, etc. Donc, c'est pas du tout le propos. Mais par contre, quand on regarde ce qui se passe ici, regardez, voilà, je vous le disais, pas de collision. Il se trouve que les deux au début étaient sur la même ligne. Bon, après, ils vont sortir du virage, pas sur la même ligne. Mais voilà, peut-être est-ce une illustration de ce que je vous mentionnais plus tôt dans la vidéo. À savoir les lignes et l'absence de collision. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais vous dire que je suis assez satisfait du nombre de victoires. C'est même inespéré. Santi Umba, on sait comment elle a été acquise, mais Battistella à la sienne, Velasco, à l'instant Scaroni. Franchement, on est plutôt satisfait. La période qui s'annonce va être sympa avec Tirreno. Peut-être que je simulerai un peu Paris-Nice parce que honnêtement, on n'a aucune aspiration. On est incapable de faire quoi que ce soit là-dessus. C'est trop dur. Et voilà. Je vous dis à bientôt. J'ai déjà commencé Tirreno là. C'est amusant. C'est amusant et c'est dur. Donc tant mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon week-end à tous.